Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai la joie de vous annoncer qu'il s'agit d'une vidéo Vos belles histoires. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on vous a présenté Alexandra et son petit poney Onyx. Poney un petit peu parti de rien et devenu champion. Cette fois-ci, c'est Audrey qui vient nous raconter sa belle histoire avec sa jument, Rosie. Mais je vous en dis pas plus et je vais la laisser se raconter. C'est parti. Parler d'Audrey, une fois de plus, grâce à vous. Vous étiez très nombreux à nous recommander de jeter un coup d'œil à sa page Facebook Un espoir pour Rosie. Alors, j'ai fini par vous écouter et faire ma curieuse. Évidemment que cette histoire m'a immédiatement touchée. Vous connaissez ma grande sensibilité depuis le temps. Alors on embarque Lana, nos lights et nos caméras et nous voilà partis pour passer 2 jours ensemble dans ce chalet perdu au beau milieu de la forêt. On se retrouve donc avec Audrey qui nous a fait la gentillesse de nous rejoindre dans ce décor assez féerique et qui va nous raconter son histoire. Enchantée, et puis ravie d'être là, c'est super chouette, il nous manque que la neige. Oui, exactement, mais la prochaine fois on aura une vidéo neige, c'est certain. Ce que je te propose avant toute chose, c'est de décorer ensemble ce petit sapin qui, comme tu peux voir, est tout à fait synthétique mais qui est tout nu. Mais oui. Donc je vais aller nous chercher des petites guirlandes pour qu'on puisse le décorer en même temps que tu me racontes. Ah, je suis trop contente. Alors, décorer le sapin, c'est bien. Le faire avec un petit cadeau pour être encore plus dans l'ambiance, c'est mieux. Oh. Donc, je t'ai fait un cadeau et je me suis fait un cadeau. C'est génial. À tout l'honneur. Bah, merci. C'est chouette, on a le droit de l'ouvrir avant de décorer le sapin. Et puis, c'est pas encore tout à fait exactement le jour de Noël. Moi, ça me va, hein, après tout. Ça pourrait être Noël tous les jours, en fait, toute l'année. Carrément. Fil de Noël. Donc je te disais que ton pull était déjà dans l'ambiance. Bah, je pense qu'on va pouvoir se mettre encore plus dans l'ambiance avec des pulls matchy de l'enfer. On peut en rajouter une couche là. Trop bien. Et ben enfilons et nous préparons ensuite le sapin. Oh, il est trop chou, il te va très bien. Bon, maintenant qu'on est en tenue et qu'on passe à la décoration, dis-moi tout. Comment t'as commencé l'équitation et à quel âge déjà ? J'ai commencé l'équitation, je devais avoir entre 2 et 3 ans. Mon père entraînait des trotteurs en fait. Et il y avait une poney de Shetland qui était la fille de l'entraîneur. Okay. Et un jour elle m'a dit vas-y en gros monte dessus. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Alors j'ai pas tous les souvenirs, mais après tout ce que mes parents m'ont dit c'est que il fallait être toujours au poney plusieurs fois par semaine, faire des tours de cours tout le temps. Voilà, j'ai vite été accro. Et donc, tu passes tes galops tranquillement, et à ce moment-là, tu as un premier petit compagnon ? Danseur, du coup, que j'ai eu pour mes 6 ans, qui a été... je crois que mon sapin, ma guirlande, elle va être affreuse. Je sais pas mettre les guirlandes. Y a pas de raison. J'ai eu danseur, du coup, quand j'avais 6 ans, et c'était trop mignon, en fait. Mes parents avaient trouvé un poney chez une dame... en fait, elle l'avait un peu élevé comme son petit chien. Elle le promenait en licol. C'est trop chou. Trop chouchou. Et en fait, elle a dû s'en séparer. Et donc, ils m'ont acheté danseur. Il a été débourré par mon papa. Et donc, après quelques années plus tard, tu continues à monter à cheval. Et puis danseur devient peut-être un petit peu petit. Et tu décides de faire un petit peu plus de sport. Du coup, j'ai commencé à avoir envie d'avoir un autre cheval. Un peu quand t'es ado, à ce moment-là, t'as envie de faire un peu comme les copines, pouvoir aller en concours et tout. Je rêvais de concours officiel. Et puis un jour, mon père m'a fait une surprise. Il est rentré du boulot et il m'a dit écoute, prépare-toi, on va aller voir un cheval, je t'emmène et tout. Donc, je dis quoi on va où et tout, c'était pas loin. Et... Ah, donc, oui, d'accord, sorti de nulle part. Enfin, tu savais pas que tes parents avaient commencé à y réfléchir sérieusement. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça a été la grosse surprise pour moi. Et puis, on est allé dans un petit élevage et on est allé voir donc les chevaux. Et puis, on a rencontré pour la première fois Rosie. Le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est pour sa sœur, Siska. Ok. Puis, l'histoire rigolote parce que fait que maintenant, c'est ma deuxième jument et c'est mes 2 juments de cœur. Mais mon premier coup de cœur a été pour Siska et elle avait 1 an à l'époque.
Et il y avait Rosie à côté que je trouvais très belle, tout ça, mais c'est Siska qui m'a tapé dans l'œil. Et puis mon papa m'a dit écoute, non, c'est vraiment jeune quand même, on va plutôt regarder la 2 ans, elle est super jolie et tout. Et puis c'est vrai qu'elle avait toujours, elle avait déjà ce qu'elle a toujours maintenant, un peu ce regard, et pour moi je la trouve très magnétique comme jument, elle dégage un calme, un apaisement. Et même à 2 ans, elle avait déjà un peu cette aura qui se dégageait. On l'a regardée bouger, et puis effectivement, on l'a longée, tout ça, et elle était absolument incroyable, elle était hyper belle et tout. Et puis là, j'ai eu un coup de cœur aussi sur elle. Ok, d'accord, donc c'est comme ça. Donc à ce moment-là, tu adoptes donc une jument qui a 2 ans. Ouais. C'est ça, toi tu es du haut de ton galop 4 et qui rêve de concours officiel. Rien ne va en fait. Clairement. Mais écoute, rien ne va. Du coup, mais tel est le cas. Et donc, dans un premier temps, elle est même pas encore débourrée à 2 ans, je suppose. Non. Non, elle était même pas manipulée ou quoi que ce soit. Ah ouais. Et comme mon père avait déjà fait des débourrages en travaillant dans les trotteurs et tout, il s'était dit qu'on allait le faire tranquillement tous les deux. Et que ça allait bien se passer. Et c'est vrai, hein, le débourrage s'est hyper bien passé. Ah, donc le débourrage avance super. Ça, tu sens que ça va bien. La jument, elle est bien dans sa tête, quoi. Ouais. Mais sauf que quelques temps plus tard, à ses 3 ans, je crois, il y a une nouvelle qui tombe. Un jour, j'étais dans la prairie avec elle, et puis je la regardais, juste évoluer comme ça, j'étais avec elle, et je l'ai vue se prendre un arbre en pleine tête. Et là, je me suis dit, c'est bizarre en fait, et surtout que depuis quelque temps, elle se prenait un peu des trucs dans la tête. Elle était toujours un peu balafrée, il y avait des marques sur son épaule, sur sa tête. Je me dis, mince, c'est bizarre. Et le coup de l'arbre, je me dis, ça fait beaucoup quand même. Et puis un jour, les yeux ont commencé à couler un tout petit peu. Et on a fait venir le vétérinaire de la maison, quoi, et il a dit oh rien, c'est une petite conjonctivite, pas grave, on met un peu de sérum phi, quelques gouttes et ça va passer. Et puis on a laissé passer, et puis la jument avait l'air de bien se débrouiller, et c'est arrivé tellement vite, c'est ça qui nous a frappé vraiment. Et donc ça a évolué de plus en plus vite, on a fait venir un 2e vétérinaire, puis un 3e, et le 3e nous a dit c'est une cataracte. Et donc on s'est dit mais cataracte, à 3 ans, comment c'est possible? Et donc on a décidé de faire venir un vétérinaire ophtalmo, donc spécialisé en ophtalmo, et à cette époque-là, il y en avait encore très peu, on n'en trouvait pas facilement en France. On a mis un peu de délai, et il nous a dit oui, effectivement, je vous confirme le diagnostic de la cataracte, mais je ne sais pas dire comment c'est arrivé, etc. Donc on lui a dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la marche à suivre maintenant? Et il nous a dit là, faut tenter une opération peut-être, mais c'est pas sûr. Et puis à l'époque, c'était pas développé comme maintenant. Et l'opération, si ça avait pu se faire, c'était 5 000 € par œil. Donc on n'avait pas les moyens en fait aussi de le faire. Et donc à ce moment-là, elle était, c'était un regard voilé ou elle était déjà ouais, voilée. Voilée à ce moment-là, ok. Voilée, et puis elle avait le tissu conjonctif un peu rouge, parfois elle fermait un peu les yeux. Mais bon, on savait qu'il y avait un truc qui allait pas déjà, mais il nous manquait le diagnostic exact. Comme avec Rosie, rien n'est jamais normal et qu'on veut toujours se faire remarquer, elle a eu l'uvéite de l'espace, voilà, le truc hyper rare. Et donc ce véto ophtalmo exerçait depuis, je sais plus, 20 ou 25 ans, il nous a dit. C'est déjà un monsieur qui avait un peu de bouteille et qui avait de l'expérience. Et il nous a dit, écoutez, j'ai jamais vu ça, quoi. Mes 20 ans de carrière. Que t'as jamais envie d'entendre quand il s'agit du tien, voilà. Tu vois, ouais. J'ai jamais vu un cas comme ça parce qu'elle est devenue aveugle en 2 mois. Et les 2 yeux. Donc pas borgne, mais vraiment genre aveugle en 2 mois. Et j'arrivais pas à réaliser, et mes parents étaient super perdus aussi, parce que même s'ils m'avaient acheté cette jument pour faire du concours, pour faire du saut d'obstacle, c'était aussi avant tout, quand en tout cas chez moi c'est comme ça, c'est des animaux de famille en fait, on est tous investis, mon poney c'était pareil. Et ça a été un coup de massue pour tout le monde. Et du coup avec mes parents, on s'est fait un peu ce petit pacte silencieux, mais genre non, on la garde, et puis on sait pas, mais on va apprendre avec elle, et puis on va réussir comme on peut. Donc on a eu 6 mois qui étaient hyper compliqués, parce que un cheval qui perd la vue, il perd un peu son monde aussi, c'est comme une personne... Si soudainement, ça n'a pas été ça a pas été progressif du tout. Non, mais voilà, ça a été vraiment très rapide. Et du coup, elle avait des gros accès de panique. Elle devenait parfois incontrôlable, mais même dans son environnement, donc dans sa pâture, dans son box, tout devenait compliqué, les manipulations, la faire rentrer, sortir du box, l'emmener en prairie. Donc à ce moment-là, j'ai fait un peu comme une espèce de mini-dépression, je me suis renfermée sur moi-même, j'ai arrêté de monter à cheval au centre équestre.
J'ai même plus forcément monté mon poney ou fait des activités, je m'occupais juste de mes chevaux comme ça en fait. J'avais perdu le goût, on va dire, à l'équitation et j'ai pas vraiment été triste de me dire bah tu vas pas pouvoir faire du concours parce que bah, ta jument elle est aveugle. J'ai pas pensé à ma vie de cavalière comme ça, j'ai pensé à mais enfin, c'est affreux pour elle. Elle a 2 ans, elle vient de perdre la vue, enfin c'est affreux. Et ça c'est ce qui m'a fait le plus de peine. Et j'avais toujours cette phrase de l'éleveur qui me disait si tu l'avais pas prise, elle serait, enfin, je l'aurais mis à l'abattoir. Et je me suis dit, mais j'imaginais ça et je me dis, mais non, mais en fait, si elle est chez moi, elle devait être chez moi, c'est tout. Moi, je voulais pas me séparer d'elle. Donc, bah, il faut faire un choix. Et dans ces cas-là, bah, le choix c'était elle. Ok, donc là il y a 6 mois qui se mettent en place où vous apprenez à communiquer différemment, où tu fais un lexique exprès pour Rosie, genre une façon de communiquer avec elle, etc. Ouais. Et petit à petit vos codes se mettent en place et t'arrives à finalement faire plein de choses avec en fait. Bah oui, je me dis, bah écoute, faut rebondir. Il faut avancer, donc bah, la jument maintenant c'est comme ça, il faut trouver les codes pour que bah, dans notre vie ça roule et puis qu'on puisse bah, vivre comme une jument et sa cavalière, enfin son humaine normale. Par exemple quand j'allais la promener en main ou même si on était chez nous, s'il y avait un trou, un obstacle, un truc, ne serait-ce que je sais pas, un petit tronc, une planche, j'en sais rien. Bah, il fallait qu'elle puisse, moi que je puisse lui dire écoute là il faut lever l'intérieur plus haut pour enjamber et donc je lui ai appris un peu comme le pas espagnol vraiment pour qu'elle elle puisse enjamber. Après je me suis dit bon bah ok il faut aussi qu'elle soit capable de faire demi-tour parfois ou se mouvoir, se tourner dans des endroits hyper restreints, hyper fermés. Donc je lui ai appris vraiment à faire des mobilisations de hanches, comme du travail à pied au final, mais à cette époque-là on était quand même un peu moins axé travail à pied. Ah ouais, à cette époque-là, si on montait pas dessus, c'est vrai qu'il faut bien le resituer parce que ça a bien changé aujourd'hui, mais à cette époque-là, si on montait pas sur un cheval, le cheval servait pas à grand chose quand même. C'est ça. Et donc voilà, et j'ai appris l'arrêt d'urgence aussi, ce qui était hyper important parce que le temps qu'elle situe aussi son environnement, j'avais plus envie qu'elle se prenne des arbres dans la tête en fait. À ce moment-là, que j'ai commencé à la remonter, j'étais un peu, elle, c'était mes jambes et moi j'étais ses yeux et puis on a fusionné vraiment comme ça. Et du coup, déjà à ce moment-là, t'as la bonne idée de monter dessus alors qu'elle est aveugle, ce qui était quand même pas gagné, et tu te dis, écoute, on va faire un peu de concours, un peu de saut d'obstacle. Ouais, voilà, bah quand t'es ado, voilà. Quand t'es ado, tu vois, tout te semble naturel, normal. Et maintenant, quand j'y repense, tu vois, j'ai bientôt 30 ans, je me dis, mais attends, t'étais complètement cinglée, quoi, mais n'importe quoi, j'aurais pu me tuer X fois et tout ça. Et elle sautait extrêmement bien. Et donc, moi, ça m'a trotté, et je me suis dit, bah, on pourra peut-être pas sauter en concours et tout, mais allez, on essaye. Et donc, je m'étais fait un petit mécanisme, je mettais une barre par terre. Et j'ai associé un peu, je suis partie de mon fameux pas espagnol et j'ai associé un code monté à ça. Donc je serrais les jambes en même temps et je prenais une petite badine, donc je la tapais pas avec, mais je mettais juste, tu sais, hop, un petit coup comme ça, une petite pression sur l'épaule à droite. Et ça voulait dire qu'il fallait, elle avait compris au fur et à mesure, on a répété ça vraiment plein de fois, et qu'il fallait qu'elle saute en fait. Donc on a commencé avec des barres au sol, puis après j'ai commencé à me dire, allez, trop facile. Soyons plus folles, essayons de mettre. Donc tu vois, j'avais mis, je sais pas, 20 cm, vraiment très peu. Et puis je commençais avec la barre au sol, je faisais le code. Une fois qu'elle avait bien compris où était la barre, je me montais un petit peu mon truc. Jusqu'au moment où je me suis dit, vas-y, on va essayer de le faire retrouver au galop. J'aurais pu me blesser, faire n'importe quoi, mais c'était fou. Mais c'est trop drôle parce qu'on a construit une relation. Voilà, c'est ça. Vois. C'est qu'à la fois en croyant en elle à ce moment-là, elle a cru en elle aussi, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. En effet, c'était aussi inconscient que fou, mais c'était incroyable d'en arriver là. Et au trot et au galop, et je sautais. Et donc le max que j'ai sauté comme ça, c'était 70 cm. Quand tu vois que des fois, moi, monitrice, j'envoie des élèves sur 70 cm, j'ai peur. Toi, tu verras avec la jument aveugle. Allez, et pouf, la badine. Fallait pas l'oublier, quoi. Fallait pas se planter dans le code. Mais c'était trop drôle. Et puis au bout d'un moment, j'ai entendu raison. Je me suis dit, écoute, Audrey, peut-être arrêter le saut d'obstacle avec le cheval aveugle. Ouais, finalement, c'est toi qui as mis fin à ça. Et vous avez fait des petites compétitions de trek aussi, non ? Ouais, alors c'était une époque où on avait beaucoup de rallyes de campagne, ça se faisait énormément avant. Le matin, c'était généralement comme une petite rando, une promenade, c'était entre 10, 15, 20, 25 km, il y avait parfois selon les rallyes plusieurs boucles.
Et le midi, c'était un repas tous ensemble, et l'après-midi, t'avais un parcours type trek, donc type PTV. Parcours en bûche, et donc t'en avais où c'était vraiment juste pour le fun, t'avais pas forcément de classement, mais t'en avais un qui était donc à Auchancourt, juste à côté de chez moi. C'était celui de fin de saison, c'était le réputé, c'était notre petit championnat de rallye. Donc c'était rien d'officiel, mais pour nous, tu vois, jeunes cavalières et tout, c'était notre... Ouais, c'est un truc, quoi. Comme on n'avait pas de transport, on allait à cheval, c'était vraiment sur les villages aux alentours, en fait. Hein. On allait à cheval et tout, c'était super important, c'était l'événement. Et Rosie, je l'ai fait 3 fois avec elle. Je me suis dit, j'ai repensé au moment où elle est devenue aveugle, où on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va réussir? Et là, je me suis dit, en fait, on a réussi, quoi. On est arrivé à ça, et je me suis dit, même si je vais jamais faire du concours, quoi, avec elle, genre, on a fait ça, et c'est complètement dingue. Ouais, c'est trop bon. Donc là, après, vous continuez d'évoluer ensemble, et puis tu décides, je sais pas trop comment c'est passé, mais il me semble que tu décides de la changer de pâture. Oui, donc elle vivait au paddock chez mes parents, et malheureusement, on n'avait pas trop de prairies, donc son paddock, on l'avait vraiment aménagé de manière sécurisée, avec des lisses en bois, etc. Elle connaissait bien son environnement. Mais pas assez de place, donc je pouvais pas forcément mettre mon autre jument avec. Bon, il y avait mon poney Shetland qui était avec elle, mais pas toujours. Et du coup, il y a quelques mois où j'ai senti qu'elle avait un petit coup de mou au niveau du moral, où c'était moins bien, et puis je rêvais toujours de pouvoir lui offrir une vie en prairie, comme sa sœur, avec sa sœur, donc je les ramenais ensemble de temps en temps, mais bon, c'est pas pareil que si tu vis avec l'autre cheval. Et je me suis dit, allez, on tente, je vais essayer de la mettre en pension prairie. Et on l'a emmenée. Et ça a été 3 semaines quasiment de pur bonheur. Enfin, j'ai revu la jument galoper dans 1,5 hectare de près. J'étais en larmes, tout ce que je savais. Et je me suis dit, mais voilà, j'étais tellement heureuse de la voir comme ça. Il y avait la jument d'une amie qui était avec Siska et Rosie. Ils se sont super bien entendus tout de suite. Elle a aussi pris Rosie sous son aile. Et pour moi, c'était... je me suis dit, super, je vais lui offrir une vie de cheval, en fait. Plutôt que dans ce petit paddock de 500 mètres carrés où il n'y a pas assez d'espace, où il n'y a plus d'herbe. Tout se passait bien, et il y a un jour, j'ai emmené ma grand-mère chez le médecin, donc j'étais partie à 45 minutes de route de là où était la pâture. Et je vois un appel sur mon téléphone, et je vois le nom du propriétaire de la pension. Et donc j'ai décroché le téléphone, je me suis arrêtée tout de suite à côté, je décroche le téléphone. Et il me dit même pas bonjour, il me dit, Audrey, il y a un problème aux chevaux. Donc là, tu te prends un premier coup, quoi, et t'entends le ton et tu sais que c'est pas un problème, tu vois, petit problème. Il y a un problème aux chevaux, il y a un cheval qui est coincé dans un barrage, c'est très grave, appelle le vétérinaire tout de suite. Et il m'a juste balancé ça comme info. Et j'ai dit, mais quoi, qui, laquelle de mes juments Il dit, je sais pas, je suis à 1 heure de route, c'est un ami qui m'a appelé, qui m'a prévenu, il faut absolument que tu y ailles tout de suite, appelle le vétérinaire, c'est hyper urgent. Voilà. Donc, je fais, ok, donc là tu te prends une baffe dans la tête. Et ma grand-mère a très peur en voiture, donc elle aime pas quand on reluite et tout. Et là j'ai regardé ma grand-mère, j'avais pas le temps de la ramener chez elle, et elle me dit, vas-y, fonce. Et alors j'ai cette image hyper chou de ma mamie, parce que je sais qu'elle a fait un sacrifice énorme pour moi ce jour-là. Parce qu'elle a eu un gros accident de voiture il y a quelques années, et du coup pour elle c'est... Voilà, donc merci mamie. Elle s'est cramponnée comme ça, et moi j'ai roulé à fond, mais vraiment bon là j'ai pas respecté, voilà. Et sur la route, pas bien quoi, mais j'ai appelé le veto, et... Donc c'est hyper pratique d'appeler ton veto quand c'est une urgence, c'est que tu sais pas lui dire ce que c'est. Et tu sais pas qui c'est, tu sais pas quelle est l'urgence, tu sais pas ce qui se passe, tu sais juste que c'est urgent. Je me souviens même plus ce que j'ai dit précisément, parce que j'étais tellement dans un état second que... Enfin voilà. Et donc ils m'ont posé des questions, mais ils savaient pas répondre.
Et puis, voilà, j'ai tracé, ça a été la route la plus affreuse de ma vie. Et ma mère était de congé ce jour-là, donc elle était à la maison et elle était à 10 minutes. Et c'est elle qui est arrivée la première. Et donc moi j'étais à, je pense, 1,5 km quand ma mère m'a appelée. J'étais en larmes, je conduisais, en fait je sais même pas comment je suis arrivée là-bas indemne. Je voyais plus rien parce que je pleurais en silence, j'avais les larmes qui me ruisselaient et tout, enfin c'est... Donc ma mère m'appelle, je décroche et j'entends la voix voilée de larmes en fait. Et elle me dit Audrey, c'est grave. Et je lui dis mais de quoi c'est grave? Et en fait elle arrivait plus à parler, et du coup je la secouais un peu. Mais c'est grave, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qui? C'est Rosie? C'est Siska? C'est extrêmement grave. Mais c'est qui maman? Enfin, je sais qui, mais dis-moi. Et elle me dit c'est Rosie et c'est super grave. Et elle fait une pause comme ça et elle me dit on voit l'os. Et voilà, je m'effondre de plus belle. J'arrive devant la rue de la pâture, je tourne, donc je me gare et puis j'arrive au loin et je vois en fait une forme étalée en plein milieu en fait, dans la prairie. Et donc c'était une prairie qui faisait quasiment 3 hectares, qui était divisée généralement en 3 parties. On avait 2 parties pour les chevaux et le reste, le propriétaire mettait des vaches ou ses chevaux. Et en fait, moi forcément, comme j'avais ramené Rosie et que j'avais ma jument, j'avais quand même exigé que tout soit bien en fil électrique, etc. Donc on avait tout doublé en fil électrique à 1 mètre devant. Mais donc la parcelle qui était réservée aux vaches, barbelée, hein. Enfin le monsieur du coup s'en fichait puisque ça le gênait pas de mettre ses chevaux dans les barbelés. Mais on s'est rendu compte que les clôtures électriques étaient ouvertes et donnaient sur la 3e partie réservée aux vaches. Et les poignées étaient ouvertes, comme si tu vas sortir ton cheval ou faire rentrer ou sortir ton cheval du pré. Pas posé en tas comme ça, vraiment ouvert proprement, étiré et posé sur le sol, vraiment bien droit. Donc quelqu'un avait ouvert cet endroit et qui donnait l'accès au pré entouré de barbelés, c'est ça? Alors en fait, auprès des vaches. Après, donc il n'y avait pas de vaches dedans à ce moment-là. Donc elle est partie dans cette prairie et elle est passée par-dessus cette clôture. Elle s'est entourée le postérieur dans les fils barbelés, donc à 4 endroits différents. C'était vraiment moche. Je suis arrivée devant Rosie. Donc il y avait ma mère qui était là avec un monsieur, heureusement. Je le remercierai jamais assez parce que je pense que c'est une des raisons, une des gouttes d'eau qui ont fait qu'on a réussi à sauver Rosie aussi. Et donc ce monsieur était avec ses employés communaux et il a couru chez lui à chercher des grosses pinces et tout ça. Il a coupé en fait les fils barbelés qui enserraient le postérieur à 4 endroits différents. Elle a tellement dû se débattre et tirer, on pense qu'elle est restée coincée environ 1 heure comme ça. C'était rentré dans la chair, donc c'était au niveau du postérieur droit. Et elle a tellement tiré, elle s'est tellement débattue qu'elle a cassé 2 barbelés en fait. Donc faut imaginer... on n'imagine même pas en fait. La force qu'il faut pour la force qu'il faut et la douleur que ça va être pour arracher des fils barbelés. C'était monstrueux. Donc le vétérinaire a fini par arriver. Il est rentré dans la pâture direct avec la voiture et puis il a vu la jument et rien qu'à son regard, tu sais que... Il a fait ça, il a fait... Ah oui. Tu sens qu'il lui donne pas cher, quoi. Donc il a pas dit mot, et il nous a pas posé la question parce qu'en fait je pense que ça se dégageait de nous tous. Il n'y avait pas d'option, quoi. On voulait essayer, vraiment. Et je pense que ça a été déterminant aussi, le fait de tomber ce jour-là sur un vétérinaire qui nous a donné le choix et la possibilité d'essayer. Parce qu'il y en a plein qui auraient vu ça et qui se seraient dit non mais là messieurs dames écoutez on n'essaye même pas en euthanasie. Pour moins que ça, j'ai connu des vétos qui disent non mais ça sert à rien d'aller plus loin. Ouais. Voilà. Donc il a fait son travail, il a recousu ce qu'il a pu. Et une fois qu'il avait fini son boulot là-dessus, il nous a dit écoutez, là clairement le pronostic vital il est hyper engagé, hein, là il faut penser à l'euthanasie. Donc je pense qu'il a voulu tout de suite nous dire les choses pour pas aussi... pas vous faire croire. Qu'on espère pour rien, mais il a donné cette chance. Et pour ça, je lui en suis très reconnaissante. La suite, tu nous la racontes après, t'es d'accord? Ouais. Ok. You feel like summer days to me, warm tender sunny rays. I hope that we are meant to be. You say. Maintenant, direction la cuisine, et comme 2 bonnes cavalières, nous parlons que de poney. Des anecdotes les plus drôles, à nos pires chutes,
On se raconte aussi les meilleurs et les pires échanges avec nos abonnés respectifs. Et rien que ces histoires-là mériteraient leur propre vidéo. Je considère qu'après le gros effort du montage du sapin, on a bien mérité du réconfort. Pour ça, j'ai une recette secrète que je m'apprête à vous dévoiler. Un bon apéro et une raclette avec un maximum de fromage s'il vous plaît, avant d'attaquer le dessert et la suite de son histoire par la même occasion. All the thoughts and some dust of dreams, and we seem to find common ground. Petite nouvelle, c'est bon, le sapin est terminé, il a même son petit bonhomme au sommet. On a eu le temps de bien manger. Et comme une raclette ne suffisait pas, on s'est dit qu'il nous fallait plus de calories. Et on s'est fait un petit chocolat chaud. Voilà, pour bien se terminer. Mais exactement, c'est le chocolat chaud, je pense que tu me l'accorderas, qui va nous permettre d'avoir la suite de l'histoire, puisque tu nous racontais qu'à ce moment-là, du coup, Rosie venait d'avoir son accident. On était un petit peu en début du post-accident. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les semaines à venir ? Bah, du coup, on a ramené Rosie à la maison pour pouvoir la soigner plus aisément parce qu'on pouvait pas la laisser en prairie, forcément avec la blessure qu'elle avait. Ça a été des jours vraiment hyper compliqués parce que donc elle a été suivie principalement par 3 vétérinaires du même cabinet et tous les jours ils venaient et ils me disaient il faut penser à l'euthanasie en fait, là on va devoir abréger ses souffrances, enfin, c'est compliqué, vous savez votre jument même si elle survit, elle pourra plus marcher normalement. Elle pourra plus trotter, plus galoper, elle marchera en boitant, ça sera compliqué. Et puis j'ai été confrontée au désespoir de la voir dans cet état, mais en face de ça j'avais une Rosie qui continuait à manger, qui continuait à boire, qui voulait clairement vivre. Et ce que je m'étais toujours juré de faire, c'est de ne pas être égoïste là-dessus et de m'arrêter le jour où elle me dirait qu'elle en avait marre. Je voulais pas la laisser en vie et me battre si elle l'avait pas décidé en fait. Je voulais respecter son choix. Rosie, avec son accident, elle s'est fait des lésions au niveau du canon. Elle s'est aussi abîmée des ligaments. Il y a eu une privation d'afflux sanguin qui a été faite pendant 1 heure, vu que le fil barbelé avait enserré le postérieur. Ce qui fait que plus rien circulait environ jusqu'à la moitié en dessous le canon, la moitié du canon jusqu'au sabot. C'est l'endroit où on voit sa grosse cicatrice. En partie, ouais. Il y a eu à 4 endroits différents. Okay. Elle a eu une fracture de la 3e phalange. Elle était couchée, elle était debout à ce moment-là. Elle était beaucoup couchée parce qu'elle avait besoin de se reposer énormément, elle était très fatiguée. Et j'ai un vétérinaire qui a été un peu moins consciencieux que les autres et qui, même pendant l'infection, en fait, est venu faire ses pansements et les faisait sans gants, en prenant parfois du matériel non stérile. Et c'est là que j'ai eu le tournant de me dire... en voyant aussi qu'ils sont désintéressés, c'est pas grave, vous voulez pas faire... moi je peux pas abandonner, je vais faire moi-même. Et j'ai pas eu le choix que de me mettre un coup de pied aux fesses et de me dire à ma grande, voilà, si tu veux sauver ta jument, tu t'y colles. Et... C'est comme ça que t'as commencé à faire les pansements toi-même ? Ouais. Ok. Là c'est le moment où ça a commencé, la chair a repoussé un peu, donc ça bourgeonnait, mais dans le bon sens, c'était un bourgeonnement normal et nécessaire. Et donc là tu te mets à faire les pansements et tu les fais toute seule pendant combien de temps Les pansements, du coup, j'ai commencé à faire ça toute seule. Mon papa m'a aidée. On passait des heures, c'était des heures de soins tous les jours. Au début, on faisait les pansements 2 fois par jour. Il fallait extrêmement surveiller, etc. J'ai arrêté de vivre. Donc les pansements, on a continué. Et au bout de 2 mois, en fait, on s'est aperçu que le sabot était un peu bizarre et genre il sonnait creux. Et je me suis dit, waouh, c'est un peu étrange, il y avait comme une démarcation au niveau de la couronne. Et là où on a eu de la chance, c'est que ça a été un désabotage lent, donc en fait le sabot n'a pas chuté intégralement, comme ça peut le faire parfois. C'est resté accroché au nouveau sabot, comme je l'ai appelé au bébé sabot qui poussait, ce qui nous a permis de pouvoir parer au fur et à mesure, mais on devait faire des pansements quand même parce que la sole et la fourchette sont tombées. Et comme la 3e phalange, l'os avait été atteint, il fallait aussi que ça reste vraiment hyper clean, il ne fallait pas qu'il y ait de bactéries, tout ça qui rentre. Donc elle avait une liposondale, les pansements. Donc en plus du pansement de la plaie, on avait le pansement du pied et tout. Enfin, on y passait des heures. Tout ça, on l'a toujours fait en liberté dans le box. Rosie a été un amour, elle disait rien, elle s'est laissée faire. Et ça nous a énormément aidé parce que c'était des soins colossaux. Preuve aussi qu'elle était OK pour se battre avec ça. Ah oui, totalement. Si t'avais une jument qui était totalement rétive aux soins sur des heures de soins par jour, t'aurais peut-être fait un choix, t'aurais réfléchi autrement à ce qu'elle t'aurait envoyé la jument, quoi. Ouais, tout à fait. Mais on voyait qu'elle comprenait ce qu'on voulait faire, qu'elle était OK avec ça, et
Et elle s'est toujours battue. Elle a eu une force incroyable. J'ose même pas imaginer la douleur que ça a été pour elle. Le tendon s'est consolidé hyper vite, hein, ce qui fait qu'au bout de 3 mois, elle reposait le pied tout à fait normalement. Après ça, ça a été les gros problèmes du bourgeonnement, donc un bourgeonnement trop important. Et malheureusement, les plaies des chevaux ont souvent tendance à bourgeonner et à faire des gros kéloïdes en fait de chair. Les vétérinaires voulaient pas les couper comme ça se fait généralement au scalpel, parce que sur Rosie c'était un cas tellement improbable, on savait pas ce qu'il y avait en dessous, ils voulaient vraiment pas faire ça hors d'une clinique, et on pouvait pas forcément la faire hospitaliser parce que le transport c'était compliqué, et puis en tant que cheval aveugle, tu te dis voilà, qu'est-ce que ça va donner si je l'éloigne de la famille. Et je pense avec le recul que on a bien fait d'attendre pour l'emmener en clinique, parce qu'elle l'aurait peut-être pas supporté pareil. Elle avait besoin de son cocon familial et c'était hyper important. Ouais, surtout que, encore une fois, c'est des chevaux très famille, Ouais. c'est des membres de la famille, quoi. Ouais, Ils vivent voilà. là, ils sont là, et ça fait beaucoup de changements d'un coup, quoi, sinon. Et à ce moment-là, tu partageais déjà tes expériences sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai créé la page au mois de mai 2016, du coup, Ok. 2 mois après son accident. Parce que j'avais envie de pouvoir en parler, je crois qu'il me fallait un peu un exutoire aussi, et en me disant que peut-être un jour ça pourrait aider quelqu'un et que la personne se retrouverait moins seule que moi je l'ai été à ce moment-là. Et j'ai une amie qui m'a dit, voyant mon désespoir, qui m'a dit mais écoute, fais une cagnotte en fait. Je lui dis mais non, je peux pas faire ça, enfin, je pouvais pas demander ça aux gens, enfin, c'est compliqué quand même, hein, d'aller balancer ton cœur à nu et d'afficher ta détresse. C'était un soir où j'étais devant le box de Rosie et je me suis dit bah ok, de toute façon Audrey, ton choix c'est soit tu vas devoir l'euthanasier parce que tu n'as plus les moyens, alors que ta jument elle veut vivre, et on a du mieux, et ça allait beaucoup mieux, et sinon tu fais une cagnotte et là tu peux lui donner peut-être sa chance. Et du coup, j'ai fait la cagnotte. J'ai passé une soirée à faire un tag, j'ai mis des photos, j'ai balancé mon cœur et mon âme là-dedans, et j'ai raconté mon histoire. J'ai publié sur cette page Facebook parce que du coup, je voulais aussi, si les gens m'aidaient, je voulais leur faire voir la réalité de Oui, ce que c'était. ce que ça a engendré, quoi. La cagnotte, c'est pas juste... Pour leur dire que c'était justifié, que c'était pas une arnaque. Et il y a eu un engouement incroyable. J'étais pas prête. Mais pour moi, je me suis dit... Je vais avoir quoi, 100 €, 200 €? Et en fait, j'ai vu les likes, les abonnements monter. Au mois de juin, je crois qu'on était déjà à 4000 abonnés, un truc comme ça. Pour moi, c'était énorme, en fait. 3 mois après avoir lancé un truc de nulle part, c'est énorme. Énorme, et avec une communauté qui s'est formée et des gens qui ont été d'un soutien inouï pour moi. Et d'avoir tous ces messages de gens, tu vois, ça a été un réconfort, et je leur dois, mais tellement, je pourrais jamais leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné, tant financièrement que humainement parlant, en fait. Un mois après, on était déjà à 2000 € de dons, enfin, c'était... Et les gens ont commencé aussi à me demander pour m'envoyer des colis de soins. Je me suis effondrée je ne sais combien de fois en ouvrant ces colis. Enfin, et t'avais des gens qui me mettaient des petits mots avec, je les ai tous conservés dans un dossier, j'ai tout gardé. Et ça, c'est génial. Et donc c'est grâce à cette cagnotte aussi que on a pu passer ce premier cap de soins. L'année 2017, on a commencé à voir la plaie qui se durcissait au niveau de la chair. Et je me suis dit, c'est vraiment bizarre ce truc et tout ça, et j'ai l'impression que ça s'ossifie. Mon vétérinaire qui m'a dit, non mais elle a arrêté quand même, Madame Saint-Van, enfin n'importe quoi, c'est pas possible, non mais enfin voilà. Je lui dis, mais faites-moi une radio, mais non mais ça sert à rien, écoutez. Et en fait, on a fait la radio, et oui, ça s'ossifiait. La chair se transformait en os. Je savais même pas que c'était possible. Improbable, ouais. Improbable. J'ai commencé à paniquer parce que ça a progressé à une vitesse incroyable. Et là, il y avait urgence parce que ça a progressé de plus en plus. Et j'ai fait un gros dossier où j'ai remis tout le dossier médical de Rosie et j'ai envoyé à plein de cliniques en fait. Et il y en a qu'une qui m'a répondu favorablement, c'est Equitom. Et Equitom, ça a changé aussi notre vie toutes les deux, parce que ils lui ont sauvé la vie, clairement. Ils m'ont rappelé très rapidement, ils m'ont dit voilà, ça va se passer comme ça, ce qu'on peut faire pour elle. Il faut faire une première opération où il faut aller débrider totalement, retirer toute cette chair qui s'est calcifiée. Il faut attendre après qu'une chair saine repousse, et là on va faire une transplantation de peau, une greffe de peau, pour que ça se referme plus vite, et puis empêcher que ce phénomène, cette réaction revienne. Je me suis dit mais de toute façon, c'est notre dernière chance. Donc du coup on a pris la route pour Equitom, qui est en Belgique et qui se trouve je crois à 45 minutes de la frontière allemande, en plus c'est vraiment à l'autre bout, c'est en Flandre. Et on est arrivé chez Equitom et on avait une première consultation avec Tom et plusieurs vétérinaires, donc Tom qui est le chirurgien et fondateur d'Equitom. Et ça a été une sacrée claque parce que on a refait des radios, et les dernières dataient je crois de 15 jours auparavant. Et ça avait encore progressé, mais énormément progressé en fait au niveau de la calcification. Ah, ça allait à ce point-là vite? Ouais, mais c'était effrayant. Mais si t'avais laissé faire en quelques semaines, c'était plié. Ah oui, c'était plié, on pouvait plus rien faire. L'enfer.
Ils m'ont dit comme ça, mais sans scier, vraiment. On l'a jamais fait. Ça va être extrêmement difficile, mais on va le faire, on va réussir, on va la sauver. Et les 3 vétos derrière me disent on va la sauver. Et en fait, ça me... Ouais. Et c'est la première fois que j'avais des vétérinaires qui y croyaient avec moi. Et qui étaient peut-être assez fous pour y croire avec moi, mais... Et ça a été... J'ai encore des frissons quand je me souviens de ce moment parce que ça a été un grand tournant. Pour la première fois, vous avanciez tous dans le même sens, genre tout le monde voulait s'en sortir, quoi. Ouais. Et donc c'était l'opération de Rosie, il a fallu la préparer, donc Equitom a été super sympa pour ça parce qu'ils m'ont permis de l'emmener dans la salle capitonnée pour l'endormir, de pouvoir être présente pour pas qu'elle panique. J'ai demandé à assister à toutes les opérations, je voulais tout voir en fait. Je voulais être avec ma jument, je voulais pas l'abandonner, je lui avais promis que je resterais avec elle tout le temps. Donc ils ont retiré toute cette chair qui était calcifiée. C'était un peu comme dans un film d'horreur. Ils ont changé 2 fois de tenue pendant l'opération tellement il y avait du sang. Et toi, tu arrivais à supporter ça? Ouais. Franchement, j'ai passé un cap dans ma vie avec Rosie, c'est absolument dingue. Et donc Rosie, après, elle a été mise en salle de réveil, donc j'ai pas pu rester avec elle pour des questions de sécurité, mais j'étais derrière la porte et il y avait une mince ouverture, et je lui ai parlé pendant 1 heure accroupie comme ça. Hey ma belle, je suis là, t'inquiète pas, ça va aller. Et la première opération s'est très bien passée, donc on l'a ramenée après au box, j'étais avec elle. On a pu environ... 3 semaines, 1 mois après, envisager la greffe. Rosie a de nouveau été anesthésiée généralement, mise sur la table d'opération. Et donc on soit d'accord, l'objectif c'était la première opération, enlever la calcification, et la deuxième, refermer la plaie définitivement et que ce problème-là revienne pas en fait. Voilà. Et donc cette opération, ça s'est super bien passé. C'était tellement intéressant, c'était hyper passionnant. Ça a été malheureusement un échec parce que comme pour les greffes d'organes, parfois le corps peut faire un rejet, même si là en plus ça venait de son propre corps puisque c'était sa peau. Et pourtant l'opération s'était super bien passée, donc la clinique, les chirurgiens étaient super déçus. Moi aussi j'avoue, forcément, ils m'ont dit mais c'est pas grave, on va refaire. Et donc on a retenté quelques semaines plus tard, on a repréparé la plaie, on a refait la greffe, même protocole. Donc 3e opération en même pas 3 mois. Hein. Et là, pour notre plus grand bonheur, on a retiré le pansement au bout de 7 jours. Et il y avait 80% de la greffe qui avait pris. Ouais, ça doit être fou ça. J'ai la vidéo avec la béton, on est là, on fait ouais, et on n'en revient pas, vraiment, on est hyper émus, enfin, c'est la victoire. Donc après, ça a été la cicatrisation, et Rosie a pu rentrer fin mai 2018 à la maison. Hein, elle est restée quasiment 3 mois, on est arrivé au mois de mars. Et ouais, le chapitre Equitom, ça a été un moment hyper fort. Ils lui ont sauvé la vie, hein, clairement. Ça a été incroyable, je leur dois énormément. Ça m'a fait drôle le jour où il y avait eu plus de pansements à faire, ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait drôle. Oui, et Et un jour, et un jour après, c'était bon, quoi. Ouais, c'était bon, et quand Rosie est rentrée clinique, j'ai fait un burn-out. J'ai quitté mon poste parce que je pouvais plus en fait, vraiment, et j'étais passée 1 semaine en forêt de Brocéliande, j'avais besoin de voir personne, tu sais, de couper. J'ai pris mon chien, mon mec, et on est parti randonner en Brocéliande et on s'est enfermé dans un petit gîte hyper sympa, un endroit un peu comme ici en fait. Un pèlerinage, quoi. Voilà, et ça m'a fait un bien fou vraiment. Et Rosie, après ça, ce qui est absolument incroyable, c'est que elle a pas de botterie. Enfin, c'est complètement fou, hein, parce qu'elle trotte, elle galope, elle se cabre, elle rue, enfin c'est fou. Cette histoire-là, elle t'a, toi, dans ton histoire personnelle, poussé à faire des choix. Tu en parlais, quitter ton boulot, etc. Ouais. Demain, tu nous expliqueras en quoi ça a tranquillement, clairement, changé ton avenir et ton quotidien maintenant. Je te propose d'aller tranquillement se démaquiller et puis dormir bien sur tout ça. Et on en reparle demain. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'avais tant envie qu'Audrey vienne nous raconter son histoire qui est assez folle entre la jument aveugle, mais ça suffisait pas, fallait qu'il y ait un accident, et ça suffisait pas, il fallait qu'elle fasse son intéressante et qu'elle aille jusqu'à faire non pas 1 mais 2 greffes. Bref, je vous raconte pas ce qu'elle vient de vous raconter si bien. En tout cas, on se retrouve demain pour parler un petit peu de à quel point cette jument a réussi à marquer la vie d'Audrey au-delà même des soins, mais aussi dans son quotidien encore aujourd'hui. Bref, on va aller se coucher et on en parle demain. The snow is falling down. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to
get your attention. Giving you a sign. On se retrouve après une petite nuit de sommeil, enfin une vraie nuit de sommeil, et devant un bon petit déj. Le réveil est très doux et entouré de nature, et ça c'est très très cool. On trouve d'un commun accord qu'on serait bien à habiter là, nous. Bon, ça nous va. On reste là. Ouais. On ramène les poneys, on se trouve une pâture derrière et ça nous va bien. Et voilà, exactement. Du coup, voilà, fin de vidéo. Non, avant ça, tu vas nous parler un petit peu du fait, je disais hier que ton histoire avec Rosie t'a amené à changer de métier. Et effectivement, lors de ton burn-out dont tu nous parlais, t'as abandonné le métier que tu faisais avant, qui était un métier de bureau, pour te concentrer sur les soins, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, quand j'ai terminé les soins de Rosie, ça m'a fait comme un grand vide dans ma vie. J'avais l'impression que je servais plus à rien, parce que tous les jours, j'étais toujours affairée à faire les soins, les pansements, etc. Et ça m'a remis en question, fait me remettre en question sur beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, j'ai toujours quand même été hyper ouverte aux soins, médecine douce, parallèle. Ma grand-mère était guérisseuse. On a toujours beaucoup aimé se soigner avec les plantes, l'aromathérapie, etc. Et ça découlait. Pas que pour les chevaux, quoi. Voilà, pour nous aussi. Et ça découlait un petit peu de tout ça. Et j'avais envie de changer d'optique avec Rosie, je me suis dit mais peut-être que ma voix elle est là et ça m'a fait réfléchir et l'élément déclencheur ça a été donc Rosie, ça a été une ponette qui s'appelle Marquise, l'histoire est un peu trop longue pour que je la raconte là mais qui a aussi bouleversé ma vie en fait à ce moment-là. Et puis ça a été aussi Tom, Tom, Khadija et d'autres vétérinaires de là-bas qui en fait, m'ont dit que j'avais un truc, en tout cas pour les soins, et ils m'ont proposé soit de m'embaucher chez eux, en tant qu'assistante vétérinaire. Dans la clinique ? Ouais. En tant qu'assistante vétérinaire ? Ouais. Sans formation, on est d'accord ? Voilà, c'est ça. Mais j'avais aussi en tête autre chose. Je connaissais le shiatsu, donc qui est dérivé de médecine chinoise, et ça m'intéressait énormément. Mais voilà, je n'étais pas formée professionnellement, et c'est en fait un jour, je me suis levée, et je me suis dit ouais, c'est ça que je veux faire. Et Tom m'a dit vas-y, lance-toi, fais-le clairement, même si tu viens pas travailler chez nous, fais-le. Et je crois que ça a été hyper important pour mon parcours parce que sans ça, sans un peu leur aval, leur soutien, je ne me serais pas trouvé une légitimité pour faire ce métier en fait. Puis des vétérinaires qui te poussent dans ton idée de faire un parcours qui est toujours dans le soin mais qui est un petit peu moins classique, on va dire, ça doit être ça te permet de valider et de légitimer ton idée, quoi. C'est incroyable en fait, et c'est pour ça que tu dis, mais parfois les choses elles arrivent pas par hasard. Donc j'ai tout de suite entamé des études après cette période pour devenir praticienne shiatsu. Il y a combien de temps d'études ? J'ai fait 2 ans, j'ai fait un cursus condensé sur 2 ans. J'ai beaucoup étudié par moi-même sur la pathogénie, donc vraiment étudier aussi les maladies, etc. L'anatomie, je voulais aller plus loin dans mes études pour pouvoir savoir de quoi je parlais, bien sûr sans être vétérinaire parce que c'est beaucoup plus d'années d'études, mais en tout cas, si je voulais faire ça, je voulais pas le faire à moitié, je voulais me lancer à fond et savoir de quoi je parlais en fait. Ok. Donc 2 ans plus tard, te voilà diplômée. Ouais. Et là, tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur dans le shiatsu. Et chiens et chevaux, c'est ça ? Ouais, surtout. Okay. Donc, un petit peu de chat, mais surtout équin et canin, du coup. Et à ce moment-là, tu te lances, tu te dis, ok, j'ai quitté un CDI il y a 2 ans avec un salaire. Donc j'ai pu le faire aussi grâce à mon chéri, grâce à Simon, qui m'a dit, ok, t'inquiète pas, je sais que financièrement, ça va être un peu plus compliqué pendant quelques temps, mais vas-y, lance-toi, fais ce que tu veux. Et donc, je me suis lancée, et tout de suite, la clientèle a été au rendez-vous. Donc, beaucoup de personnes déjà qui m'avaient fait venir quand j'étais étudiante pour que je puisse m'exercer sur leurs chevaux, qui ont continué à travailler avec moi. Ça a permis aussi qu'ils connaissent mon travail et puis qu'ils puissent me faire confiance. Ma meilleure agence de com, ça a été Rosie aussi. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelée parce qu'ils m'ont connue grâce à elle, donc ça a été un tremplin formidable pour une jeune professionnelle comme moi qui se lançait. Et donc ce que les gens me disaient, c'est que comme ils m'avaient suivi sur Rosie et qu'ils avaient vu ce que j'avais fait pour ma jument et ce à quoi j'étais prête en fait pour mes animaux, ça leur a un peu conféré une sympathie et ils se sont dit cette fille, si elle s'est battue comme ça pour son cheval, ça veut dire qu'elle va vraiment aimer les soins et elle va faire aussi tout ce qu'elle peut pour les nôtres. Ouais, ils étaient en confiance quoi. Même s'ils te connaissaient pas dans la vraie vie, il y avait cette relation qui s'était installée. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est le bouche à oreille, en fait. Hein. Et donc aujourd'hui, tu en vis ? Oui, j'en vis pleinement. Je m'éclate dans ce que je fais. C'est super varié. Je vois aussi bien des chevaux de concours que de loisirs, que des retraités. C'est ça que j'aime beaucoup et je veux pas m'enfermer. Par exemple, il y en a qui aiment bien faire, c'est un peu chacun son domaine, mais faire que du sport
ou que des chevaux de loisirs. Moi, j'adore ça, en fait, vraiment de me dire que je peux aller aussi bien Ou que t'ailles dans une écurie de saut et le lendemain aller voir un petit papy au fond de son pré, et j'adore. Ok. Donc en gros, Rosie, elle t'a amené du rêve de petite fille qui achète son cheval de sport à 14 ans pour aller faire des concours à praticienne shiatsu à son compte. Et tout ça, vous avez évolué ensemble en 16 ans, c'est ça? Ouais, c'est incroyable, en fait. Et Rosie, elle a pour moi été vraiment une professeure, un guide de vie, et je le dis toujours, pour moi, c'est ma professeure. Elle m'a appris tellement. Du coup, ce qu'on peut te souhaiter, c'est avoir une Rosie qui aille bien, une sœur de Rosie qui aille bien, Ouais. et puis des projets perso dont on va parler, qui se réalisent également avec je crois que c'est pas un secret sur les réseaux, mais une Rosie qui vient habiter chez toi. Ouais, c'est mon grand rêve, parce que là, elle vit chez mes parents, dans le paddock. Je voudrais vraiment lui offrir une vie à l'herbe avec sa sœur. Elles sont hyper proches toutes les deux. Et puis qu'on soit toutes réunies, puis avec mon petit Josh, avec Simon, et la jument de papa aussi qui viendra, soit occasionnellement ou tout le temps avec nous. Et on cherche cette maison avec assiduité. Vous avez trouvé. On croise les doigts en tout cas, et on veut pas lâcher le projet. Ben, merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire. Ouais, c'était super, en tout cas, très jolie rencontre, et puis des très bons moments, on aura bien rigolé. Oui, et on aura bien mangé. Aussi, surtout, très important. J'espère que ça vous a intéressé de suivre cette histoire d'une jument qui, mine de rien, a coûté l'apport d'une maison en soins. Hein. Les petits 30 000 €, ils sont passés, et avec un vrai soutien d'une communauté. Donc c'est la magie d'Internet, c'est votre magie à vous, ça les gars. Nous, on va finir de déjeuner parce qu'on n'aura vraiment jamais assez mangé ce week-end. Et je vous retrouve un petit peu plus tard. L'heure est déjà malheureusement venue de fermer les valises, les remettre dans la voiture et de quitter ce lieu merveilleux qui a été si propice à la confidence. Nous avons adoré partager ce moment tous ensemble où Audrey s'est gentiment confiée et est revenue sur tous ces moments si marquants de son histoire. On sent que l'émotion est toujours là, mais au moins maintenant, comme elle le dit elle-même, elle arrive à raconter tous ces moments de vie sans pleurer. Et ça, c'est une preuve que, tranquillement, la page commence à se tourner. J'espère du fond du cœur que vous avez aimé ce récit qui est clairement très différent de celui de Nyx et Alexandra. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Vous pouvez bien évidemment aller suivre Audrey sur ses réseaux pour avoir des nouvelles quotidiennes de Rosie et savoir si oui ou non elles vont la trouver, cette super maison. Mais en vrai, on sait que oui. Enfin, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelle est la prochaine belle histoire que vous souhaiteriez que je vous raconte. C'est grâce à vous qu'on a connu l'histoire d'Audrey et Rosie. Je vous en remercie du fond du cœur pour ça. J'ai envie de vous dire... refaites-nous le coup, retrouvez-nous un sujet magnifique. Je vous attends dans les commentaires, là, je suis sûre que vous en connaissez des histoires qui méritent d'avoir un petit peu plus de lumière. Ceci étant dit, moi je vais vous laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était potentiellement un petit peu plus longue que celle que l'on sort d'habitude. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de partager ce contenu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.